nom du CRIMT et de l'équipe Sage, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je vais commencer par une petite présentation des panélistes et je ferai une courte introduction et ensuite on va se lancer rapidement dans le vif du sujet. Alors, mon nom est Dalia Gesualdi-Fecteau, je suis professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et aujourd'hui, nous avons le grand bonheur d'avoir avec nous Geneviève Barry-Gingras, qui est professeure au département de relations industrielles de l'Université Laval, Félix Lapan, qui est secrétaire général de l'Union des travailleurs et travailleuses accidentés et malades, Annie Landry, qui est directrice du service de santé et sécurité au travail à la FTQ, Jeffrey Hilgert, qui est professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, et Aude Sefililio, qui est chercheur senior santé, sécurité et conditions de travail au sein de l'Institut social européen qui se joint depuis Bruxelles et nous la remercions chaleureusement parce qu'il est très tard à Bruxelles présentement et comme on dit en anglais, elle se joint à nous à des unsociable hours. Alors, merci infiniment, Aude, d'être parmi nous. Alors, peut-être juste en introduction, le contexte dans lequel s'inscrit le webinaire. Alors, comme plusieurs d'entre vous le savez, il y a eu adoption de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, une réforme importante de ce régime qui apporte des modifications autant à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles qu'à la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, la loi qui est entrée en vigueur le 6 octobre 2021 et qui modifie notamment les mécanismes de prévention et de participation des travailleurs et des travailleuses. Donc, simplement pour vraiment mettre la table, parce que notre collègue Geneviève Barry-Gingras va pouvoir y revenir avec davantage de détails, la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail a mis en place un régime intérimaire qui est en vigueur depuis le 6 avril 2022. Et ce régime intérimaire dont on va parler aussi aujourd'hui sera effectif jusqu'à l'éventuelle adoption par le conseil d'administration de la CNESST d'un règlement sur la prévention au plus tard le 6 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on va se pencher de façon plus explicite sur les enjeux de participation des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Mais je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut dire, c'est quand on pense aux non syndiqués, il faut se rappeler que le milieu non syndiqué n'est pas un milieu unitaire, que l'on soit dans un contexte où il y a des agences de placement de personnel, des personnes à statut migratoire précaire, des travailleurs et travailleuses saisonniers, les réalités ne sont pas les mêmes. Et de surcroît, et on va en parler aujourd'hui, dans plusieurs cas, les travailleurs et travailleuses non syndiqués peuvent travailler étroitement dans des milieux où il y a présence de l'acteur syndical. Donc, cette question-là aussi se pose. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers Geneviève, mais simplement pour vous souligner aussi qu'aujourd'hui, le webinaire est enregistré, va être déposé sur les réseaux sociaux et sur des sites web si jamais il y a des collègues qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Autre élément, c'est une table ronde, donc il va y avoir des interventions de chaque intervenante, mais après, il y aura une période de questions, une période d'échange. Donc, si vous le souhaitez, mettre des questions d'ores et déjà dans le chat, je vais pouvoir modérer ces questions-là et il y aura possibilité aussi ensuite d'ouvrir votre micro et de poser la question dans une forme plus interactive. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers toi, Geneviève, peut-être pour mettre la table et nous faire le topo un peu des changements que la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail a entraîné. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vais partager mon écran. Donc, je remercie d'abord Dalia et le CRIMT, également l'équipe Sage pour l'organisation de ce webinaire. C'est très apprécié que la santé et sécurité cesse d'être un petit domaine à part là, qui a l'air bien technique, puis que ça devienne une question qui préoccupe plus de gens et puis qui redevienne, je dirais, au cœur du monde du travail et de l'emploi, puisque c'est l'effet ultime, hein, la santé et sécurité, des inégalités de pouvoir, là, de la symétrie de pouvoir dans cet univers du travail et de l'emploi. Donc, j'ai la tâche de faire un petit topo technique, là, pas trop technique, là, de comment on en arrive à parler aujourd'hui d'un projet de règlement qui complète une réforme dont vous avez entendu parler,
avec le terme PL59, loi 27, LMRSST. Donc, j'y vais avec quelques détails là, sur donc la situation avant la loi sur modernisant le régime de santé et sécurité. C'était, vous le savez, que oui, il y avait des mécanismes généraux, un devoir général de prévention de l'employeur qui s'appliquait partout, des droits et obligations des employeurs, des droits et obligations des travailleurs, comme le droit de refus, etc. Mais le cœur de la loi, programme de prévention, programme de santé, c'est-à-dire identifier tous les risques et faire en sorte de les éliminer, sinon les contrôler, ça s'appliquait seulement dans les groupes 1 et 2, donc sur quoi je vais revenir. Et puis, les mécanismes de participation, hein, donc ça s'appliquait euh, sur une base volontaire à la demande des syndicats ou d'un certain nombre ou pourcentage de travailleurs dans les établissements de 20 travailleurs et plus, mais toujours dans ces groupes 1 et 2. Ça s'est arrêté, la mise en œuvre progressive au groupe de secteurs d'activité qui était le groupe 3, où curieusement se trouvait l'administration provinciale. Et donc, dans ces secteurs-là, on a eu, bien sûr, le programme de prévention, le programme de santé, mais pas de mécanisme de participation représentative des travailleurs. Alors, c'est vraiment le nœud. On a dit que ce qui avait été l'obstacle, c'était les coûts éventuels de libération des représentants des travailleurs pour les comités de santé et sécurité et les représentants de la prévention. Mais en fait, il y a certainement aussi un enjeu de pouvoir derrière ça parce qu'il y a eu une assez forte opposition aux représentants en prévention de la part d'associations patronales et ben, l'État employeur a aussi eu sa propre opposition là, qui a bloqué tout le processus là, au cours des années depuis 1985. Donc, l'essentiel des travailleurs se trouvait, et surtout des travailleuses, se trouvait dans des secteurs où le cœur de la LSST, en termes de représentation des travailleurs, puis d'obligation d'identification systématique des risques, etc., ne s'appliquait pas. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, ben, les secteurs où la loi s'est appliquée complètement sont des secteurs à, à majorité masculin et beaucoup plus fortement syndiqués, à part le secteur public qui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, se retrouve dans les groupes 5 et 6, là, donc enseignement, santé, se retrouve, services médicaux et sociaux se retrouvent ici. Donc, on comprend un peu là, ce qui s'est passé, l'opposition, qui a bloqué la mise en œuvre. Donc, alors, il y a eu une réforme qui était devenue inévitable parce que les lésions ont augmenté comme elles l'ont fait dans les années 70, puis ça a créé beaucoup d'insatisfaction. C'était impossible de passer à côté, mais cette réforme-là s'est faite. Les avancées en matière de prévention se sont faites au détriment de droits des travailleurs accidentés et malades, et puis de réduction de certains pouvoirs des instances représentatives des travailleurs, et puis au détriment sans qu'il y ait des conditions d'efficacité nécessaires à la représentation des travailleurs qui soient véritablement mises en place. Donc, d'où le deux poids, deux mesures, là, des gains, mais qui ont certaines limites. Alors, vous avez certainement entendu parler du grand enjeu qui a fait que le projet de loi initial n'a pas été adopté euh, initialement et puis qu'on a vu la mise en place d'un régime intérimaire puisque certains enjeux n'ont pas réussi à faire l'objet d'un consensus patronal syndical, entre autres le fait que le projet de loi introduisait des niveaux de risque pour la répartition des heures de libération et puis la mise en place de certains mécanismes. Et plusieurs groupes, dont SAGE, ont mis en évidence que cette réforme-là, si elle s'appliquait intégralement telle qu'elle, allait être sexiste et reproduire la sous-estimation des risques pour les femmes. Donc, on a mis, ce qui est adopté, c'est donc une première vague de modifications et l'idée d'un régime intérimaire qui, comme Dalia l'a dit, devait
permettre le travail en comité réglementaire à la CNESST pour établir une entente sur les points litigieux. Et donc, en attendant, ben, on avait un régime intérimaire qui faisait en sorte qu'on préparait l'installation de programmes de prévention, des plans d'action dans les plus petits établissements, des comités de santé et sécurité dans les établissements de 20 travailleurs et plus, et nouveauté, des agents de liaison, ce qui n'existait pas auparavant, dans les plus petits établissements. Et en effet, la petite taille de l'établissement est associée à des risques plus importants. Donc, un comité de santé et sécurité, c'est pas un comité décisionnel sur tout ce qui se passe, tout ce qui concerne la santé et sécurité. Ça nécessite l'accord des deux parties. Ça a quand même certains pouvoirs décisionnels, mais qui sont très limités. Dans le régime intérimaire et la future loi, quand elle s'appliquera, quand elle s'appliquera intégralement, on a remplacé les représentants à la prévention, terme qui probablement était désagréable à certaines oreilles, par des représentants en santé et sécurité qui ont pour l'instant le pouvoir de faire des inspections, des recommandations au comité, des plaintes à la CNESST, puis qu'après la fin du régime intérimaire, auront un peu plus de pouvoir et donc éventuellement plus de temps, puisque quand ils assistent les travailleurs dans leur droit de refus, quand ils font des enquêtes ou quand ils accompagnent l'inspecteur, ça dépasse le temps de libération minimal là, qui leur est accordé. Et les agents de liaison ont des fonctions plus réduites et essentiellement, là, c'est vu comme quelque chose de très unitariste, là, de coopération avec l'employeur, peut faire des recommandations, puis éventuellement porter plainte s'il n'y a pas de réponse à leurs recommandations. Alors, donc, le positif, c'est cette obligation, la formation qui serait obligatoire, mais bon, il y a aussi des aspects qui limitent l'effectivité de ces dispositions-là. Entre autres, le fait que le régime intérimaire donnait très peu de temps aux représentants en santé et sécurité, soit le quart de ce qui était donné au groupe 1 et 2, et puis la possibilité d'être remplacé par des mécanismes multi-établissements. Et surtout, on n'avait pas de réponse aux interrogations et aux demandes par rapport à du soutien pour les non-syndiqués et les agents de liaison dans les petits établissements. Puis, il y avait plein de questions sur l'effectivité réelle de ces mécanismes-là en milieu non syndiqué, ce qui est la situation de la majorité des travailleurs au Québec, entre autres la protection contre les sanctions. Alors, on l'a vu, là, donc il devait y avoir un règlement qui finalise ce qui était pas encore réglé par la loi, puisque il n'y avait pas d'entente patronale syndicale à ce sujet-là. Puis donc, le règlement est sorti le 3 janvier et on avait 45 jours pour faire des commentaires. Alors, le projet de règlement traite de toutes sortes de choses, y compris le temps de libération, mais en fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout ce qui concerne les non-syndiqués et en particulier les procédures, les modalités de nomination des représentants des travailleurs qui vont siéger au comité de santé et sécurité et de la personne ou des personnes qui auront le titre de représentant en santé et sécurité puis qui disposeront de temps de libération mensuel pour exercer leurs fonctions. Et donc j'insiste pas là, sur les autres aspects. Le projet de règlement revient avec l'idée de niveaux de risque qui vont moduler le temps de libération. Donc, et ça a été modulé d'une manière différente en ne se basant pas strictement sur les statistiques de lésions indemnisées. Donc, ça a permis un rehaussement par rapport à ce qui était dans le régime intérimaire, ce qui est actuellement en vigueur, mais ça n'a pas permis que tous atteignent le temps de libération qui a été prévu initialement en 79 et qui s'est appliqué à l'ensemble des établissements du groupe 1 et 2 qui vont garder ce niveau-là, mais vous voyez que un certain nombre d'établissements vont avoir le quart de ce temps de libération-là, un autre niveau, le tiers, et un autre niveau, le 2 tiers. Et bon,
Le secteur de l'éducation a réussi à remonter, là, à ne pas être relégué à un quart du temps de libération. Et le secteur de la santé a réussi à remonter encore plus haut, mais il reste des, je dirais, des incongruités, là, puis certainement des problèmes du côté de cette distribution-là des secteurs d'activité selon le niveau de risque. Donc, j'insiste pas là-dessus. J'insiste pour terminer sur le fait que c'est bien beau là, de dire on met en place des comités de santé et sécurité, les travailleurs vont être représentés, etc. Mais comment ça se passe pour vrai dans des établissements non syndiqués? Ça concerne beaucoup de monde. Au total, à peu près 40 des travailleurs seulement sont syndiqués. Puis dans le secteur privé, ben, en particulier, les femmes sont très peu syndiquées, seulement 16 contre 28 des hommes. Donc, il y a donc puis on n'a pas tenu compte des risques associés aux mécanismes d'externalisation des risques que sont la sous-traitance, le fait qu'il y ait de plus en plus de travailleurs d'agence qui soient embauchés par des entreprises, c'est-à-dire indirectement utilisés par des entreprises et de la présence accrue de travailleurs étrangers temporaires qui ont des contrats qui sont spécifiques à une entreprise, donc sont dans une situation de vulnérabilité très importante. Alors, ici, ce que le règlement prévoit, c'est comme s'il n'y avait pas de vulnérabilité particulière des travailleurs non syndiqués. Et donc, pour la désignation des représentants, ce que le règlement prévoit, c'est que lorsque les travailleurs d'un établissement ne sont pas représentés par aucune association accréditée, donc un syndicat, les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité sont désignés par scrutin lors d'une assemblée convoquée à cette fin par un travailleur de l'établissement, dont on ne sait pas d'où il va sortir, comme si c'était quelque chose de tout à fait simple, qui allait de soi, puis qui allait bien s'organiser. Donc, avis du scrutin et de l'assemblée de mise en candidature doivent être rendus accessibles à l'ensemble des travailleurs de l'établissement par affichage ou au moyen de tout mode de transmission au moins 5 jours avant leur tenue. Et puis, les candidats qui ont obtenu le plus de votes sont désignés comme représentants. Bon, ça s'appuie, ça, sur une théorie, je dirais, qui est plutôt unitariste, là, qui fonctionne comme s'il y avait convergence d'intérêts, que les enjeux de santé et sécurité sont convergents, en fait, il y a simplement, c'est un problème technique, hein, il faut se parler, puis on va trouver des solutions, juste il faut y mettre l'énergie. Et donc, euh, comme si ben, ça allait être bon pour tout le monde. Hein. C'est un peu le leitmotiv de la CSST, de la CNESST depuis quelques années, que c'est bon pour tous, puis c'est bon pour les affaires, etc. Donc, que les mesures préventives vont être adoptées, que ça va améliorer la santé, que ça va réduire les lésions indemnisées, puis donc que ça va réduire les coûts pour l'employeur. Alors, je place la table et je laisse mes collègues montrer comment il y a des petits problèmes qui se posent à chacune de ces étapes par rapport à la théorie euh, de derrière ce modèle. En fait, ben, d'abord, certains travailleurs ne sont pas dans une relation directe avec un employeur, mais une relation indirecte avec un employeur qui est une agence de location de personnel et puis qui contracte avec une entreprise cliente. Donc, qui est responsable de quoi? C'est un test complexe. Le comité de santé et sécurité, y a pas, ça n'est pas mis en place d'emblée, de soi, spontanément, sans qu'il y ait nécessairement de crainte là, de la part de l'employeur que ce soit une première étape en vue d'une syndicalisation, par exemple. Et donc, les représentants des travailleurs ne jouissent pas d'emblée nécessairement de toute l'autonomie qui est requise pour bien jouer leur rôle. Et donc, les mesures préventives ne sont pas nécessairement adoptées et celles qui le sont peuvent être essentiellement du contrôle des comportements des travailleurs.
Et puis, on sait que la réduction des lésions indemnisées, ben, ça peut passer par d'autres chemins que, que la prévention, puisque les, le- les problèmes de sous-déclaration sont vraiment importants et donc les coûts peuvent être réduits par d'autres moyens. Donc, il y a des écarts. Alors, je m'arrête ici, puis je reviendrai pour une autre partie là, où je fais part des recommandations de l'équipe SAGE par rapport au contenu du règlement. Merci. Je vais cesser le partage si je retrouve Ben, comment. merci beaucoup, Jamil. Je pense que ça met très, très bien la table, là. Je veux aussi souligner que notre collègue Mathieu Charbonneau de l'IRIS devait être présent aussi aujourd'hui pour présenter un rapport là, qui a été diffusé par l'IRIS et qu'on pourra mettre là, dans le chat tantôt. Tantôt, Geneviève pourra revenir un peu pour donner quelques exemples concrets des enjeux que ça peut poser en milieu non syndiqué, peut-être à l'aune, Geneviève, du rapport que vous avez produit là, dans les entrepôts de Amazon et de Dollarama. Mais j'ai envie de me tourner peut-être vers Félix pour te poser la question. Si on réfléchit justement aux solutions pour soutenir l'effectivité des réformes proposées dans ce régime-là en milieu non syndiqué, qu'est-ce qui pourrait être mis de l'avant selon vous? Ben, c'est sûr que ça prend des solutions parce que, ben, comme Geneviève vient de l'expliquer, on a un régime intérimaire qui est en place depuis avril, en théorie, qui est en place depuis avril 2022. Bon, l'UTAM, là, avant tout, là, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme qui vient en aide aux victimes de lésions professionnelles. Fait que notre travail, là, c'est en réparation une fois que les accidents et les maladies ont eu lieu et que les travailleuses et travailleurs non syndiqués sont aux prises avec des difficultés qui viennent soit de mauvaises décisions ou de refus de la CNSST ou de contestation patronale. Fait qu'on nous, on voit les gens une fois que la prévention a échoué. Mais nous, ce qu'on constate sur le terrain, parce qu'on parle à d'autres organisations de défense des droits des non-syndiqués, puis on parle aux travailleuses et aux travailleurs qui sont dans les milieux de travail, qui sont maintenant théoriquement couverts par des mécanismes là, qui ne l'étaient pas, c'est que malheureusement, les mécanismes de prévention de participation jusqu'ici, euh, on peut dire qu'ils sont un échec. En tout cas, c'est le constat que nous, on fait. Euh, Malheureusement, Mathieu n'est pas avec nous, mais l'IRIS a publié une recherche qui est vraiment très intéressante et qui fait des constats importants, puis qui va me permettre d'enchaîner après ça sur quelles sont les solutions, parce qu'il y a des solutions, il faut qu'il y ait des solutions pour que ça puisse fonctionner. Là, je ne peux pas faire de partage d'écran, mais euh, il y a disponible en ligne, elle est accessible en ligne, la recherche que l'IRIS vient de publier le 29 février dernier sur le défi de participation dans les milieux non syndicaux au Québec. Bon, je ça, vous, bon, tout de suite en partant. Bon, ça, c'est une recherche que l'IRIS a fait, notamment par accès à l'information. Ils ont eu accès à une quantité de rapports d'inspection parce que dans les faits, des travailleuses et des travailleurs dans plusieurs milieux de travail, notamment chez Amazon, des travailleuses et des travailleurs non syndiqués ont essayé de se saisir des droits nouveaux qui existent depuis avril 2022. Des travailleuses et des travailleurs d'entrepôt ont tenté de convoquer une assemblée, d'organiser une assemblée. Ils ont revendiqué ça à leur employeur. Ils ont demandé d'avoir des élections, puis ils ont essayé, il y a des travailleurs d'Amazon qui ont essayé là, de se présenter à des élections sur un comité de santé et sécurité, d'être élu comme représentant santé et sécurité, mais c'est l'employeur qui a contrôlé tout le processus. Amazon a sélectionné qui ferait partie du comité qui serait les supposés représentants des travailleuses et des travailleurs. L'employeur a aussi là, organisé des élections par vote électronique en choisissant ses candidats. Et quand les travailleurs ont fait des plaintes à la CNSST, il y a eu des inspections, puis l'IRIS a eu accès au rapport d'inspection. La recherche là, que Mathieu Charbonneau devait nous présenter, là, si on va juste sur les faits saillants, parce que ça confirme là, qu'il y a un problème avec le régime intérimaire, là, puis qu'il y a un problème pour faire fonctionner les mécanismes de prévention de participation dans les milieux non syndiqués.
Les faits saillants de la recherche nous disaient depuis 2016, les lésions sont en augmentation et même en tenant compte de l'incitation à la déclaration, malgré ça, les lésions professionnelles sont en augmentation et continuent de l'être depuis l'entrée en vigueur des mécanismes de prévention de participation dans les milieux non syndiqués, dans tous les milieux de travail. L'efficacité de la participation des travailleuses et des travailleurs à la prévention a été amplement démontré dans la littérature scientifique. Cependant, pour les salariés non syndiqués, la participation est difficile et souvent pratiquement impossible. Ça va dans le même sens que ce que nous, on constate. Là. Malgré la réforme adoptée en 2021, le cadre juridique ne prévoit toujours pas des conditions qui permettraient vraiment aux non syndiqués d'exercer leur droit à la participation. Puis le projet de règlement d'ailleurs que Geneviève a mentionné, déposé, qui a été publié à la Gazette officielle du 3 janvier, n'apporte pas non plus de réponse à ça. Il faut se rappeler que les non-syndiqués représentent 60% des salariés au Québec et en l'absence, ça c'est le cinquième fait saillant, en l'absence d'un processus rigoureux conforme à la loi pour l'élection de représentants ou la désignation d'agents de liaison dignes de confiance, les non-syndiqués peuvent craindre des représailles s'ils tentent d'exercer leurs droits. Et la dernière recommandation, puis ça va aller dans le sens que nous, on revendique, disait, pour pallier aux difficultés des non-syndiqués, il faut créer un organisme indépendant qui soit en mesure de soutenir l'exercice des droits en matière de participation et de représentation en prévention pour la santé et sécurité du travail pour les non-syndiqués. En fait, nous sommes, je vais dire nous au sens plus large que l'UTAM, on est 4 groupes de défense de droits de non-syndiqués qui se sont lancés depuis 1 an et demi dans une démarche dans laquelle on a tenté de rencontrer le ministre du Travail. On a eu une première rencontre avec le ministre du Travail en février 2023. Les 4 groupes qui sont impliqués dans cette démarche-là, c'est le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants, le RATMAC, qui est le réseau d'aide aux travailleuses, travailleurs agricoles migrants du Québec, qui fait un travail assez extraordinaire de soutien aux travailleurs étrangers temporaires dans l'agriculture, dans le domaine de l'agroalimentaire et donc les travailleurs étrangers temporaires qui travaillent sur les fermes, le FIAF, qui est le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, et l'UTAM. Fait qu'on est ces 4 groupes-là qui sont des groupes de défense de non-syndiqués, qui aidons notamment, puis on est en contact avec des victimes d'accidents et de maladies du travail par notre travail au quotidien, et on est en contact avec des travailleuses et des travailleurs qui voudraient que ça fonctionne mieux, disons, la prévention, puis et particulièrement en milieu non syndiqué. Fait que ces 4 groupes-là, on faisait un peu les mêmes constats que le rapport de l'IRIS, puis on fait le constat qu'on a des droits nouveaux en prévention, puis que ce serait le fun que ça fonctionne, mais que ça ne pourra pas fonctionner si, d'une part, la législation et le règlement ne rend pas réellement possible la participation des travailleuses et des travailleurs non syndiqués à la prévention et s'il n'y a pas une ressource indépendante qui puisse appuyer, soutenir, aider, informer, former et représenter les travailleuses et les travailleurs non syndiqués. Fait qu'on est sur un projet de mettre sur pied une telle ressource, de mettre sur pied un organisme indépendant qui serait voué à aider les travailleuses et les travailleurs non syndiqués en prévention. Et c'est cette démarche-là dans laquelle on est depuis 1 an et demi là, qui fait qu'on fait des pressions sur le ministre du Travail. En ce qui concerne le projet de règlement qui a été publié le 3 janvier, comme on était déjà en démarche, les 4 groupes ensemble, on a déposé des commentaires conjoints pour demander, les 4 groupes, pour demander ensemble des changements concrets au projet de règlement qui pourraient rendre un peu effectifs les droits en milieu non syndiqué. Bon, on demande une meilleure protection contre les sanctions parce que faut juste être conscient qu'actuellement, un travailleur ou une travailleuse qui demanderait la convocation d'une assemblée dans un milieu non syndiqué, quelqu'un qui demande la convocation d'une assemblée, qui exerce ses droits et qui est congédié,
il doit faire une plainte en vertu de l'article 227 de la loi sur la santé et sécurité du travail, et il doit se défendre tout seul. Il doit payer ses frais d'avocat, il est privé de salaire et il n'y a personne pour le soutenir. Là. Bon, fait que on demande des changements dans le projet de règlement pour qu'il y ait une meilleure protection contre les sanctions, une présomption que les sanctions sont illégales si elles sont prises dans les 6 mois qui suivent l'exercice d'un droit. On demande une vraie possibilité pour que les travailleuses et les travailleurs se réunissent. Ça implique que l'employeur devrait avoir l'obligation de fournir un local, de libérer les travailleuses et travailleurs pour participer à l'Assemblée. On demande des mécanismes aussi pour assurer qu'il y ait une représentation des travailleuses et travailleurs d'agence, par exemple, qui puissent participer, eux et elles aussi, au mécanisme. Puis, on demande surtout que, finalement, qu'on mette en place les conditions pour qu'il y ait des élections libres, des mandats d'élus aussi limités dans le temps. Parce qu'actuellement, c'est un peu fou, là. Ça montre que tout ça est conçu pour une participation par le biais d'organisations syndicales qui ont leur propre processus démocratique qui peuvent désigner. Mais quand il n'y a pas d'organisation syndicale, là, les gens sont comme désignés ou élus à vie, parce qu'il n'y a aucune limite au mandat. Fait que, par exemple, dans les entrepôts d'Amazon, où l'employeur a sélectionné qui serait candidat, a fait voter les gens avec leur téléphone et qui ont élu un représentant en santé et sécurité, un peu bidon, là, qui a été choisi par l'employeur finalement. Ben, cette personne-là, tant qu'elle est à l'emploi d'Amazon, peut être le représentant sans qu'il y ait de limite de temps. Bon. Ça, c'est des changements pour nous, sont essentiels de faire au règlement. Bon, là, processus d'adoption réglementaire, là, ça a été publié le 3 janvier, les commentaires sont faits, on va voir la suite des choses. C'est sûr qu'on va suivre ça de près. Mais surtout, parce qu'au-delà d'avoir une bonne loi puis des bons règlements, même s'il y a énormément de choses à améliorer là-dedans, il faut surtout, pour que ça fonctionne concrètement, que les travailleuses et travailleurs non syndiqués soient soutenus, informés, protégés en cas de représailles, puis qu'ils aient accès à de la formation. Et pour ça, il existe une disposition dans le projet de loi 59, là, dans la loi modernisant la santé, le régime de santé et sécurité du travail, une disposition qui permettrait qu'il y ait des fonds pour une organisation qui serait ni syndicale ni patronale là, et qui pourrait faire de la formation. Cette disposition-là est prévue au paragraphe 15 de l'article 167 de la loi sur la santé et sécurité du travail. C'est une disposition qui prévoit que la CNSST pourrait accorder une aide financière à un organisme pour un projet qui viserait la formation ou l'information en matière de santé et de sécurité du travail. Notre projet aux 4 organismes, c'est de travailler à la mise sur pied d'une telle organisation qui pourrait donc avoir de l'aide financière de la CNSST là. Malheureusement, cette disposition-là, le paragraphe 15 de l'article 167, n'est pas en vigueur. Il n'est pas en vigueur, il ne sera pas tant qu'il n'y aura pas un décret du ministre du Travail pour le rendre en vigueur. Fait que la démarche qu'on fait actuellement depuis 1 an et demi, la démarche de pression qu'on fait face au ministre Boulet, c'est de lui demander de faire en sorte que le décret soit adopté, que ce paragraphe-là entre en vigueur et qu'il s'assure que la CNSST va réellement mettre à la disposition des fonds pour que soit créée cette ressource indépendante qui fournirait aux non-syndiqués du soutien, de l'information, de la formation, puis ça implique de monter des programmes de formation et des services de représentation en cas de représailles. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit cet organisme indépendant-là et qui serait financé là, donc par les cotisations que la CNSST, soit qui serait financé par la CNSST. Donc, on fait pression sur le ministre du Travail pour que cet organisme-là soit mis sur pied et qu'il dispose de fonds suffisants pour assurer ces services-là de soutien, de formation, d'information et de représentation aux non-syndiqués à travers le Québec. Ça peut vouloir dire des points de service un peu partout au Québec. C'est gros, mais en premier, il faut activer cette disposition-là, puis parce que sinon, on va continuer à être dans une situation où ça ne pourra pas fonctionner, là, c'est ce qu'on pense.
Bon, là-dessus, on a rencontré une première fois le ministre du Travail, Jean Boulet, au mois de février 2023, qui nous avait fait une sorte de belles promesses. Les 4 groupes, là, on l'avait rencontré. Il n'y a comme pas eu de suivi. Nous, on a relancé, fait des pressions. Puis bon, depuis quelques échanges avec un attaché, puis depuis novembre 2023, on n'avait plus de nouvelles. On a renvoyé des lettres en février, mars. Puis là, je vous donne la nouvelle. Là. La dernière lettre, on l'a mis en copie conforme aux oppositions. Et on vient d'avoir une convocation, une nouvelle rencontre avec le ministre Boulet le 15 avril prochain. Donc, nous verrons ce qu'il va nous dire à ce moment-là. Mais on va réitérer, puis là, la dernière recherche de l'IRIS le prouve, puis on observe sur le terrain, ce que les chercheurs observent, c'est que ça prend un soutien pour rendre ces nouveaux droits-là effectifs, concrets, un vrai soutien donc aux non-syndiqués en prévention. Merci beaucoup, Félix. Je pense que ça fait super bien le tour. J'ai envie de recéder la parole à Geneviève pour si jamais tu voulais apporter des éléments complémentaires. Puis après, on va se tourner vers Annie Landry là, pour justement réfléchir au rôle de l'acteur syndical dans tout ça. Merci. Donc, oui, je vais, puisque j'ai collaboré à l'étude de l'IRIS, je vais présenter quelques résultats là, qui ont été évoqués par Félix. Et donc, j'évoquerai quelques-unes des recommandations de l'équipe SAGE. Donc, vous voyez mon écran, je crois. Merci. Donc, c'est clair, là, toutes les études le démontrent, là, la participation représentative des travailleurs. Là, je parle bien de participation représentative, pas juste de participation directe, informelle, etc. C'est le pivot de la prévention en santé-sécurité, mais la seule existence d'un comité de santé-sécurité, ça suffit pas. Et on ne peut pas présumer que la participation représentative va être bien acceptée. Quand on regarde les non-conformités en termes de normes minimales de travail qui sont documentées par l'ancienne Commission des normes du travail, là, on voit que les taux de non-conformité sont très élevés dans des choses un peu similaires, là, non-paiement du temps de réunion tenu en dehors des heures régulières de travail, ce n'est pas des petits pourcentages. Et puis, il y a des travaux au Canada, en Ontario en particulier, qui ont documenté les craintes des travailleurs puis les sanctions effectivement qu'ils ont vécues pour avoir exercé leurs droits en matière de santé-sécurité. Donc, c'est pas de la spéculation, là, c'est véritablement un problème qui doit être traité. Donc, si je poursuis, on pourrait se dire, ben bon, les travailleurs non syndiqués ils peuvent toujours avoir la protection de l'inspectorat. L'inspectorat est là pour compenser ces difficultés-là. Ben, c'est malheureusement nos travaux auprès des travailleurs des entrepôts d'Amazon et de Lorama, sous la direction du GIREPS, montrent que ben, malheureusement, ça ne compense pas, puisque le nombre d'inspecteurs est réduit, que les orientations par rapport à la mise en œuvre du régime, ça a été centré sur convaincre et soutenir. C'est bien ce qui a été indiqué dans les documents destinés aux inspecteurs. Et puis, donc, quand on regarde les plaintes de risque, les entrepôts syndiqués génèrent beaucoup plus de plaintes, alors que très nettement, les travailleurs des entrepôts non syndiqués ont certainement des risques aussi, sinon plus importants. Et quand les inspecteurs visitent les entrepôts syndiqués, ben, c'est souvent à la suite de plaintes, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de visites proactives. Je passe très vite. Vous avez tous ces détails-là dans le rapport du GIREPS, là, dans le projet mobilisé pour la santé et la sécurité du travail dans les entrepôts. Et puis, quand les inspecteurs visitent, ben, ça génère très peu d'avis de correction. Donc, les problèmes qui ont été soulevés dans les plaintes restent peu traités. Et puis, alors que, même si dans les entrepôts syndiqués, il y a beaucoup plus de visites de la part d'inspecteurs, ben, il y a quand même beaucoup plus d'avis de correction là, qui sont donnés dans les entrepôts syndiqués. Donc, le fait de pouvoir interagir avec les travailleurs,
qui vivent moins de crainte de sanctions, ça joue certainement un rôle. Alors, si on regarde la mise en œuvre des dispositions de la LMRSST, donc, on avait un seul rapport d'inspection dans un entrepôt de Dollarama après l'entrée en vigueur du régime intérimaire. Puis, le rapport dit un comité de santé et sécurité est en place, se réunit hebdomadairement. Il est composé, puis là, ça devient flou, de représentants de chacune des agences et de membres du personnel de l'établissement. Donc, ça donne absolument aucune idée sur comment les travailleurs de l'agence, il y en a 9 dans cet entrepôt-là, et tous les manutentionnaires sont tous des employés de l'agence et non de Dollarama. Donc, ça donne aucune idée comment ces travailleurs-là, eux, peuvent faire entendre leur voix quelque part. Alors, ils doivent être comptés pour savoir si on doit mettre en place un comité de santé et sécurité, mais après ça, il n'y a rien qui est prévu. Alors, je reviendrai sur ça. Pour ce qui est de Dollarama, ça se trouve dans la note de l'IRIS. En fait, ce qu'on constate, c'est que pour ce qui est d'Amazon, pardon, on constate que, bon, il y a des informations qui sont transmises dans les rapports à partir de l'entrée en vigueur du régime intérimaire, mais le niveau de précision est très variable. Parfois, on ne mentionne pas l'obligation d'une assemblée et d'un scrutin. Donc, on parle juste de désignation par les travailleurs. Parfois, il n'y a aucun suivi qui est annoncé après la transmission de l'information. Puis, parfois, on ne mentionne pas donc la nécessité d'une assemblée et d'un vote. Et donc, finalement, ben, c'est pas une garantie qu'il y ait effectivement un processus qui soit conforme à l'actuel règlement sur les comités de santé et sécurité, dont le contenu est repris par le projet de règlement. Puis donc, il y a eu beaucoup de témoignages, comme le disait Félix, quant au non-respect de différentes exigences du règlement. Donc, dans le mémoire que Sage a soumis par rapport à ce projet de règlement, ben, on revient sur la nécessité de renforcer des conditions pour qu'il y ait une assemblée et un scrutin. C'est essentiel. Une assemblée, ça permet des délibérations. C'est pas comme voter avec une application sur un code QR sans jamais avoir discuté avec ses collègues. Et donc, on souhaite qu'il y ait une possibilité d'organisation de l'assemblée de mise en candidature par un organisme externe indépendant et que ce soit une exigence systématique quand le milieu de travail n'est pas syndiqué et quand il y a des travailleurs d'agence. Et puis, pour les établissements qui font affaire avec des travailleurs d'agence, on pense que les mécanismes qui existent sur les chantiers de construction, où il y a plusieurs employeurs puis un maître d'œuvre, pourraient très bien être appliqués dans ces milieux-là pour que les travailleurs d'agence puissent être entendus, mais ça suppose qu'il y ait aussi un renforcement de la protection contre les sanctions, ce dont Félix a également parlé. Donc, on allait tout à fait dans le sens là, de la nécessité de cet organisme indépendant pour soutenir les travailleurs non syndiqués. Puis bien sûr, de l'augmentation du contrôle par les inspecteurs. Donc, je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Geneviève, pour ce compliment. Alors, avant de se tourner vers Annie, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, des commentaires qui vous viennent déjà, là, vous pouvez le mettre tout de suite dans le chat, là, puis on va pouvoir y revenir à la fin. Alors là, on va se tourner un peu vers toi, Annie. Je répète, là, Annie est directrice du service santé et sécurité à la FTQ. Peut-être pour faire une petite cartographie du rôle que vont être appelées à jouer les associations syndicales dans le soutien des revendications des non-syndiqués. Merci Dalia. Donc, il y a plusieurs aspects dans ma réflexion où les syndicats peuvent soutenir les travailleurs, travailleuses non syndiqués. Tout d'abord, au niveau local, puis je pense, Geneviève le nommer, la présence d'agences, la présence de sous-traitants dans les milieux de travail. C'est quand même une nouveauté même dans les milieux non syndiqués où on voit la multiplication de travailleurs non syndiqués qui rentrent dans les établissements où il y avait préalablement que du personnel syndiqué ou encore ce qu'on voit beaucoup et qui existe encore, c'est les travailleurs travailleuses sur le plancher, la shop, comme on dit, sont syndiqués, mais pas le personnel de bureau. Mais les mécanismes de participation ne prévoient pas de distinction dans la prise en charge pour
la comptabilité justement des travailleurs dans l'établissement. Donc, nous, ce qu'on préconise ou la réflexion qu'on est en train de faire, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que lorsqu'il y a des établissements ou même des concepts de multi-établissements qui regroupent des secteurs syndiqués et non syndiqués, s'assurer que lorsque il y a une personne représentante à la santé-sécurité et que le comité de santé-sécurité est désigné, qu'il y ait un intérêt et qu'on s'assure en tant que personne syndiquée qu'il y a justement plus de moyens, moins de risques de représailles, d'aller voir les personnes non syndiquées, de s'assurer qu'ils sont pris en compte et idéalement même élus au sein du comité de santé et sécurité, donc de vraiment les inclure dans la réflexion. Il faut dire que c'est une nouvelle réflexion parce que, bon, avant, il y avait les groupes prioritaires qui étaient des établissements principalement masculins, très syndiqués, très uniformes. Et le reste des RSS, c'était des RSS qui étaient conventionnés. Donc, ça s'appliquait dans le cadre de la convention collective. Donc, c'était difficile d'élargir l'application à du personnel non syndiqué. Mais là, avec la venue de la LMRSST, on élargit vraiment la définition du RSS et ça s'applique à l'établissement et pas juste au personnel syndiqué conventionné. Donc, il y a cette réflexion-là qu'il faut faire et de se mettre en action à comment qu'on approche les personnes non syndiquées dans nos milieux pour vraiment créer des liens. Puis, entre autres, le personnel d'agence qui roule, c'est aussi l'occasion, lorsqu'on fait les inspections, de leur parler, puis de les instruire aussi sur leurs droits et comment ça devrait fonctionner. Donc, pour moi, ça, c'est une des manières où les syndicats peuvent soutenir les travailleurs non syndiqués. Sur aussi, parce qu'on sait, on produit énormément, beaucoup de documents, de webinaires, de choses en ligne, donc de rendre ça disponible à tout le monde, c'est évidemment pas l'idéal, mais ça facilite l'information pour les personnes non syndiquées. Autre chose, c'est depuis le PL59, on le voit beaucoup, on a créé des ponts avec les organisations des travailleurs non syndiqués. Il y a des dialogues qui s'ouvrent, il y a des actions communes qui se font. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenir et travailler encore plus parce que je pense on l'a vu là, vraiment, le PL59 ou la LMRSST et même le règlement qui a été négocié ne règle en rien beaucoup des problèmes qui existait et qui existent encore, parce qu'il faut savoir qu'on siège, les syndicats siègent sur les travaux réglementaires à la CNESST. On est 3 centrales au Québec à avoir des sièges là. Donc, c'est un organisme qui est paritaire. Donc, on a des organisations d'employeurs devant nous et on a aussi la permanence de la CNESST. C'est comme une triade dans ma compréhension de comment fonctionne la CNESST, puisque dans les travaux réglementaires, évidemment, c'est plus un cadre de négociation, mais il y a toujours la permanence de la CNESST qui va encadrer dans l'interprétation juridique et dans la volonté de la commission aussi à vouloir aller dans certains enjeux ou pas. Donc, on fait face à, on peut revendiquer des choses, mais on fait face justement soit à une inertie de la commission qui est une grosse machine à faire changer et aussi à une opposition qui est toujours existante de la part des employeurs. Et on parle, oui, des employeurs privés, mais on le voit, on remarque qu'il y a des pressions politiques au niveau de l'employeur public qui est le gouvernement, donc qui se font de manière indirecte à la commission. Donc, c'est un peu dans le contexte où les représentants syndicaux évoluent à la CNESST, mais n'empêche, lorsque il y a prise de parole des organisations de travailleurs non syndiqués, ça nous aide énormément à l'emmener, soit dans le cadre des travaux réglementaires ou au CA de la CNESST où nos représentants en siègent, et aussi lorsqu'il y a des recherches. Parce que, on parle beaucoup comment on peut soutenir les non-syndiqués, mais le fait d'avoir des recherches comme justement sur les entrepôts Amazon, sur le rapport des risques, ça aide beaucoup justement à emmener de l'eau au moulin puis de faire pression parce que c'est pas une position qui est très facilement acceptée au sein de la CNESST de dire justement que ça prend une organisation pour représenter les travailleurs non syndiqués, qu'on veut de la formation qui soit donnée par les travailleurs pour les travailleurs, parce que la loi, elle le prévoit qu'il va y avoir une formation des gens qui vont siéger sur les comités de santé et sécurité, qui vont être nommés comme personnes représentantes en santé et sécurité. Mais cette formation-là, comment elle va être donnée? C'est pas réglementaire, c'est un choix administratif de la CNESST. Donc là, nous, il faut faire pression à ce moment-là pour s'assurer que ça aille un peu plus dans notre sens et que ce ne soit pas des formations en ligne données par les patrons. Parce que là, on va encore, je pense, plus nuire à l'accès aux droits
des personnes non syndiquées, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est que puis je pense que ça a déjà été nommé, la CNSST, elle se contente beaucoup de conformité papier. Pour elle, si c'est sur papier, tout est beau, tout va bien. Donc, on se bat contre cette conformité de papier-là et contre l'absence de données. Et ça, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de données au niveau de la réparation des lésions professionnelles, mais au niveau de la prévention, des interventions des inspecteurs, les données, elles sont très peu captées, même s'il y a une obligation là, avec la LMRSST de faire un rapport dans les 5 ans suivant son adoption. Il y a très peu de données qui sont réellement captées pour voir la réalité et comment est-ce que le régime est réellement respecté sur le terrain. Parce que c'est pas vrai. Là, ce qu'on voit, c'est que ça risque d'être des données surtout d'autodéclaration. Donc, ce ne sera pas du tout un portrait qui va être adéquat quant à nous de ce qui se passe sur le terrain. Puis on l'entend constamment que c'est un enjeu. Fait au niveau de la CNSST, donc, il y a un travail évidemment de la représentation syndicale de s'assurer d'être un porte-voix puis de bien représenter les travailleurs non syndiqués au Québec et travailleuses également. Et pour ça, il faut vraiment maintenir le dialogue avec les organisations puis de continuer à travailler ensemble pour coordonner nos actions. Et c'est là le troisième volet où il y a tout l'aspect de revendication politique. On l'a vu justement dans le PL 59, ça nous a permis de faire certains gains. Entre autres, là, puis chapeau aux organisations qui ont vraiment poussé très fort, dont SAGE, le CIAF, pour les femmes, parce que là, on a un vocabulaire que le règlement doit tenir compte de la réalité des hommes et des femmes. Donc ça nous a permis, entre autres, ce vocabulaire-là à la table du règlement de vraiment pousser pour que les données utilisées soient plus larges et tiennent en compte tous les risques. Mais c'est ce genre de pression-là politique qui sont conjointes qui nous permet de faire avancer le régime et de faire des pressions. Comme je l'ai dit précédemment, là, on est un peu condamné à travailler avec les textes qui sont là actuellement. Bon, il y a le règlement qui va être il y a eu une première publication. On ne s'attend pas à une grosse révolution suite aux commentaires, là. Ça a été assez difficile d'avoir une entente à la table pour avoir un règlement qui soit publié dans les temps prévus par la LMRSST. Donc, on ne s'attend pas à une grosse révolution de ce niveau-là. Par contre, il y a des petits bouts de texte qui sont rentrés qu'il faut peser dessus. Justement, ben, Félix l'a bien dit, là, l'article de loi qu'on attend qu'il soit mis en fonction par décret, bien là, il faut faire de la pression politique conjointement pour s'assurer que ça arrive et que ça soit mis, parce qu'on sait, tu sais, on est la seule province au Canada qu'on n'a pas un organisme indépendant qui soutient d'une manière ou d'une autre les travailleurs. Donc, tu sais, une fois qu'on a fait ce constat-là, une fois qu'on sait que les recherches démontrent que ça prend ce type d'organisation-là pour vraiment permettre une réelle application, une réelle prise en charge de la santé et sécurité dans le milieu de travail, on a les arguments. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Fait que là, il faut vraiment se mobiliser pour créer une volonté politique au niveau de la CAQ, qui est en soi un enjeu. Et après ça, au niveau de la CNSST, parce que le constat qu'on fait actuellement, c'est qu'on a beau, puis même dans la LMRSST, c'était indiqué que la commission devait s'assurer qu'il y a un soutien qui est apporté aux travailleurs non syndiqués parce que c'était une des critiques du régime du projet de loi que ce n'était pas réaliste. Mais présentement, la commission, tout ce qu'elle fait, c'est un site Internet. Donc, c'est encore une fois de la conformité papier. Ce n'est pas quelque chose qui est proactif et qui permet vraiment pour les travailleurs non syndiqués de se prendre en charge et d'éviter les représailles. Donc, à ce niveau-là, on a beau faire des pressions, on change, il y a une inertie très grande au niveau de la commission. Est-ce que c'est un manque de personnel? Est-ce que c'est une mauvaise volonté? Il y a plein de facteurs, je pense, qui fait que ça ne se réalise pas, mais force est de constater que malgré le fait qu'on l'apporte régulièrement et qu'on fait des pressions, on ne voit pas beaucoup de mouvements auprès de la CNSST. Puis dans les faits, même que lorsqu'on l'a mentionné en commission parlementaire, ce type de conformité papier et d'enjeu à la CNSST, il y a eu un peu des échos où Mme Oudard a tout de suite réagi en appelant pour dire que ça n'avait pas d'allure qu'on dise ça, mais parce que même lorsqu'on dit dans les comités réglementaires au CA, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu d'effets. Fait qu'il faut vraiment se coordonner, continuer à travailler, je pense, avec les organisations et je rajouterais l'organisation de travailleurs non syndiqués et les chercheurs, justement, qui nous permettent d'avoir des données, quitte à favoriser encore, faire des demandes d'accès
aux informations pour démontrer les enjeux. Puis, tu sais, nous, on essaie toujours de trouver des nouveaux moyens de faire pression. Il y a le protecteur du citoyen qui avait été nommé lors de la commission parlementaire comme moyen de porter plainte. Donc, l'objectif, c'est de trouver tous les moyens où on peut faire de la pression pour faire avancer le dossier. Puis ça, c'est en discutant justement, en travaillant avec les organisations de travailleurs non syndiqués qu'on va pouvoir y arriver parce que c'est pas... Il n'y a pas de volonté politique actuellement, ni au niveau de la commission, je pense, ni au niveau gouvernemental pour vraiment créer un système qui fonctionnerait très bien pour les travailleurs non syndiqués. Merci beaucoup, Annie. Alors là, on va faire un petit pas de côté dans ce webinaire, un pas de côté, un pas à l'avant, en tout cas un pas. Et on va se tourner vers toi, Jeffrey, un peu pour réfléchir au mécanisme de participation dans la lunette du droit international, sachant que depuis 2022, l'OIT reconnaît la santé et sécurité du travail comme droit fondamental. Donc, à toi, Jeffrey. Merci beaucoup, Dalia. Merci pour l'invitation à faire partie de cette discussion. J'apprécie beaucoup la discussion jusqu'à présent. Donc, la question de l'extension des droits de santé et sécurité au travail, y compris le projet de règlement sur le mécanisme de prévention et de participation à l'établissement nous donne, à mon avis, une bonne opportunité à réfléchir plus largement à la participation des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail. Et j'aimerais profiter à l'occasion de cet webinaire pour l'intervention de universaliser plus les discussions et évoquer certains débats internationaux liés à la participation des travailleurs sur la santé et sécurité au travail et peut-être, ce faisant, soulever quelques points de réflexion et de discussion pourraient peut-être être utiles. Donc, la participation des travailleurs à la santé et sécurité au travail est discutée depuis de nombreuses décennies dans le cadre des normes internationales du travail à l'Organisation internationale du travail, ainsi que dans le système des droits de l'homme des Nations unies. Et l'OIT préfère la formulation plus précise et restrictive que participation des travailleurs à la prise de décision en sens de l'entreprise pour la définition de participation des travailleurs. Donc, au niveau d'entreprise et associé à la prise de décision dans leur santé et sécurité au travail. Et les débats au niveau international comportent des différentes dimensions, mais je voudrais soulever quelques points de débat récurrents à travers les années. Et le premier point est le point que la santé et sécurité au travail sont considérés comme un droit humain universel, droit fondamentaux. Et le deuxième point concerne la nature de participation des travailleurs à leur propre santé et sécurité au travail, et spécifiquement la nature et le type d'obligations et devoirs concernant la participation santé et sécurité au travail qui résultent de ce point de vue pour les gouvernements et les employeurs. Donc, les deux points sont étroitement liés. Et l'un des débats récurrents au niveau international concerne les conflits présumés entre les moyennes et les fins concernant la participation des travailleurs à la prise de décisions au sein de l'entreprise concernant leur santé et sécurité au travail. Et dans les différentes instances au niveau international, y compris à l'Organisation internationale du travail, le conseil d'administration, les représentants des employeurs et certains États membres ont envisagé généralement la participation en tant qu'une moyenne simplement technique, un mécanisme de prévention à déployer parmi plusieurs autres stratégies de prévention. Donc, l'objectif est dit la santé, mais la participation dans la santé et sécurité au travail est juste une seule voie unique pour y arriver. Et de ce point de vue, défendu par les groupes des employeurs, la participation dans la santé et sécurité au travail est simplement un moyen technique
Donc, si l'inspection peut le faire, on passe vers une stratégie de l'inspection et c'est suffisant d'assurer un niveau de protection adéquat. Et donc, dans cette perspective, la participation n'est pas donc vraiment essentielle. Et la participation est donc un mécanisme simplement technique parmi d'autres. Et l'une des stratégies dans les boîtes est utile avec de nombreuses autres. Mais dans cette optique, il n'est pas surprenant que les employeurs adoptent souvent des différentes stratégies de ces points de départ, comme les normes de gestion SST. On a un débat sur les normes très populaires, le ISO 25001 sur la santé et sécurité au travail, qui marginalisait la participation de santé et sécurité au travail par rapport à le concept de leadership. Ils mettent l'accent sur le leadership et la participation, entre guillemets, où elle existe. Donc, dans cette perspective, la perspective forme la stratégie de gestion par les grandes entreprises. L'autre côté de ce débat considère que la participation des travailleurs à la prise de décision au sein de l'entreprise pour leur propre santé et sécurité au travail est une fin en soi. Et selon ce point de vue, la participation a une valeur inhérente et constitue une caractéristique d'une vie digne et de la personne humaine. Il doit être généralisé universellement. Donc, la participation des travailleurs à la santé et sécurité au travail en tant qu'un fin en soi a clairement des implications évidentes pour les politiques publiques en matière de SST. Donc, ce point de vue est défendu à l'OIT par les organisations syndicales et de certains États membres qui sont plus favorables aux droits des travailleurs. Donc, la nature de participation a été discutée à niveau international, tant dans le système des normes internationales de travail à l'OIT et aussi par les comités de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en termes de droits à la santé. Et j'aimerais faire juste un rapide survol de certains points, puis revenir à la question de la nature de la participation dans la santé et sécurité au travail à défendu en conclusion. D'abord, le point de départ, c'est la Charte des Nations Unies impose au gouvernement national l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et libertés universelles. On a la Déclaration universelle des droits de l'homme et associé avec ce document, c'est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui souligne dans l'article 12 que les États parties reconnaissent le droit que toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre et que les États prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit, y compris pour la santé et sécurité au travail. 171 États nationaux, les gouvernements nationaux ont accepté cette obligation et l'État canadien a ratifié ce traité en mai 1976. Donc, le comité d'experts chargé d'élaborer ces dispositions, c'est le comité des droits économiques, sociaux et culturels. Et le comité a discuté longuement des droits à la santé et la participation. Le droit à la santé ne s'arrête pas à la porte de l'employeur. Bien au contraire, l'observation générale 14 faite par ce comité en 2000 sur le droit à la santé dit que le droit à la santé s'oppose à la fois des libertés et des droits. La liberté comprend les droits de l'être humain à contrôler son propre santé, son propre corps, ainsi que les droits d'intégrité. D'autre part, les droits comprennent les droits de l'accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. Donc, le comité interprète ce droit à la santé comme un droit global dans le champ duquel entre non seulement la prestation de soins de santé, d'avoir un système de santé,
mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que la santé, sécurité au travail, l'éducation, information et les conditions de travail justes et favorables. Aussi, un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé à divers niveaux, soit au niveau international, niveau national, communautaire ou dans la vie quotidienne. La participation aux décisions ayant des incidences sur le droit à la santé est reconnue. Et l'autonomie et l'intégrité personnelle sont les libertés universelles inhérentes à la droit à la santé et ces droits s'étendent aux déterminants de la santé, y compris les conditions de travail. La participation à la gouvernance à ces déterminants à tous ces niveaux, y compris par les travailleurs et travailleuses au sein de l'entreprise, constitue par sa nature en soi un élément du droit à la santé selon cette communauté. On passe à l'OIT. Concernant l'OIT, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998 par les conférences internationales du travail a été amendée en 2022 pour intégrer les droits à santé et sécurité au travail. Donc, et depuis les années 60, l'OIT s'est engagé d'élaborer les normes en conformité avec les normes universelles des droits fondamentaux de l'ONU. Donc, en 2022, 2 conventions OIT entrent désormais dans les catégories des instruments fondamentaux. C'est la Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, comptant à 80 ratifications, pas encore ratifiées par le gouvernement canadien, et la Convention 187 sur le cadre promotionnel pour la santé et sécurité au travail à 2006 avec 62 et ratifications, y compris ratifiées par Canada en 2011. Donc, grâce à cette déclaration en 2022, les États membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions comme le Canada avec 155, ils ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser ces principes concernant les droits fondamentaux. Donc, les 2 conventions fondamentales contiennent des dispositions importantes sur la participation des travailleurs à la prise de décision au sein de l'entreprise pour leur santé et sécurité au travail. Donc, selon l'article 20 de la Convention 155, les coopérations des employeurs et travailleurs ou les représentants dans l'entreprise devraient être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation santé et sécurité au travail. Donc, ce point est développé par sa recommandation 164 à l'article 12. Les délégués des travailleurs à la sécurité et les comités ouvriers ou conjoints des SST ou d'autres représentants des travailleurs devraient avoir l'opportunité d'examiner les facteurs qui affectent la sécurité et la santé des travailleurs et être une mesure de contribuer en négociation dans l'entreprise pour les questions relatives à la sécurité et la santé des travailleurs. Parmi d'autres droits élaborés dans les recommandations. Donc, 6 points sont pleinement cohérents avec la perspective globale de santé et sécurité au travail élaborée par les comités des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. On passe à un mot sur la Convention 187. L'article 4 exige que le système national de santé et sécurité au travail promouvoir au niveau de l'établissement les coopérations entre les directions, les travailleurs et les représentants en tant qu'élément essentiel de prévention en milieu de travail. Sa recommandation, la recommandation 197, définit une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé comme une culture incluant la participation au sein de l'entreprise pour la SST et selon l'article 5, la création de comités conjoints de sécurité et de santé et la désignation des représentants des travailleurs en matière de SST font partie d'une culture de prévention nationale. Donc, l'article 6 exige un système de gestion et la SST comme
le modèle promouvoir par l'OIT, l'ILO OSH 2001, des directives pratiques qui intégraient la participation des travailleurs par rapport au modèle de ISO, y compris l'élaboration des politiques SST jusqu'à la prise de décision et le contrôle du système d'audit avec la pleine participation des travailleurs. Et aussi comme un élément essentiel du système de gestion SST. En conclusion, les participations effectives à la SST selon le système international actuel, il s'agit d'une obligation d'un droit fondamental dont il faut promouvoir et protéger universellement et généraliser ces droits. Donc, la conclusion évidente est que la participation SST est par nature un fin en soi et une moyenne essentielle. De plus, les positions historiques prises par les employeurs à l'OIT et certains gouvernements au monde entier qui considèrent que la participation à la santé et sécurité au travail est simplement une moyenne technique parmi d'autres utiliser où c'est nécessaire, ce n'est pas légitime sur les normes internationales de travail. La participation ne peut pas être considérée comme une moyenne, simplement une moyenne technique. Il devrait être généralisé et considéré comme un fin en soi, une moyenne essentielle, indissociable à la question de la santé et sécurité au travail comme un droit fondamental. Donc, c'est pour l'action publique à protéger cette droit et ce sont juste peut-être des points de réflexion à intégrer à la discussion avec un regard international. Donc, je vais arrêter là et merci beaucoup pour l'opportunité d'intervenir. Merci infiniment, Geoffrey. C'est très éclairant. Puis maintenant, on va se tourner vers Aude. Je vous rappelle, Aude est chercheur senior à l'Institut syndical européen. On avait envie, quand on a organisé ce webinaire aussi, d'avoir peut-être, à partir d'exemples européens, justement, des approches qui pouvaient s'avérer efficaces pour atteindre des personnes non syndiquées ou encore des personnes qui composent avec un coefficient de plus grande précarité. Alors, à toi, Aude. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, impeccable. Alors déjà, merci à Dalia et merci à Geneviève de m'inviter aujourd'hui pendant votre pause déjeuner chez vous et ce soir chez moi pour amener une perspective européenne. Et encore une fois, je m'excuse si des fois ce que je vais dire peut paraître un peu surprenant ou si j'enfonce des portes ouvertes. Encore une fois, c'est pour essayer de trouver un terrain d'entente, de compréhension et qu'on apprenne les uns des autres. Tout d'abord, je voudrais rebondir peut-être un peu sur ce qu'a dit Geoffrey et ce que vous avez dit aussi en termes de mécanismes de participation en santé au travail, à savoir qu'est-ce qu'on a, nous, au niveau européen, avant toute chose. Donc, nous, l'instrument légal principal, c'est la directive cadre 89-391 CEE. Donc, voilà, qui a été adoptée en 1989 et donc qui doit être transposée dans les 27 pays, les 27 États membres de l'Union européenne. Et dans ce texte de la directive cadre, on a effectivement un article, l'article 11, qui prévoit la participation et la consultation des travailleurs et ou de leurs représentants. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on entend comme représentant des travailleurs en santé et sécurité au travail toute personne élue, choisie ou désignée. Donc, il y a 3 moyens qui sont mis conformément aux législations et aux pratiques nationales, effectivement, pour être délégué des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ici, comme on le voit, soit c'est des représentants, soit c'est une consultation directe. Et à aucun moment, il y a mention de syndiqués, non syndiqués dans le texte européen. Donc, du coup, là, ça donne une très grande liberté aux pays membres pour le transposer au niveau national. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau national, on a différents exemples de comment cela peut se traduire, soit par des comités distincts où on ne parle que de la santé et sécurité au travail. C'est ce qu'est le cas, par exemple, avec le comité pour la prévention et la protection au travail en Belgique. C'est ce qu'on avait pendant un temps en France avec le CHSCT, qui n'existe plus. Maintenant, c'est exactement l'autre exemple, à savoir un comité combiné qui a des compétences en santé et sécurité au travail, mais pas que, comme par exemple maintenant le comité social et économique. Et ce qu'on voit, c'est que ces
comité organisé, on n'y accède pas, donc ça dépend au niveau national. Et ce qui dépend aussi, c'est le seuil d'activation au niveau national. Voyez. Donc, par exemple, en Belgique, le CPPT, c'est 50 salariés. En France, le CSE, c'est à partir de 11. Et quand on a un organisme de plus de 300, il y a une partie du CSE qui est dédiée à la santé au travail. Donc, encore une fois, les seuils sont différents en Europe. Je pourrais, avec joie, transférer les ressources où vous avez tout ça explicité. Mais au niveau de l'idée, il y a des différences. Après, ce qui est important, je pense, de souligner, et ça rejoint un peu vos débats, c'est qu'on n'a pas à être syndiqué pour être représenté, mais souvent, il faut être syndiqué quand on représente. Alors là, ça paraît un peu bizarre, mais je m'explique. Par exemple, en Belgique, donc pour le CPPT, il y a des élections sociales qui vont d'ailleurs chez nous arriver bientôt en mai. Seuls les syndicats peuvent introduire des listes de candidats. Et même s'il n'y a pas d'obligation explicite dans la loi qu'il faut être affilié pour être sur les listes, en fait, dans les faits, pour exercer le mandat, il faut être syndiqué. Donc, ça veut dire que pour représenter les travailleurs, il faut faire partie d'un syndicat. Pour autant, pour voter, on n'a pas besoin d'être syndiqué. Mais ça, c'est possible, encore une fois, en Belgique, parce qu'on a 50% de la workforce qui est affiliée. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer la différence, où là, on a un cas critique, c'est la France. 8% des employés sont affiliés à un syndicat. 8%. C'est rien. C'est encore moins que chez vous. Pour autant, il y a effectivement les élections sociales, il y a le comité social et économique, et en fait, là, on a un peu un entre-deux, à savoir que ces élections se passent en 2 tours. Le premier tour, il n'y a que des syndicats qui peuvent présenter des listes. Et ce n'est que s'il n'y a pas de candidature syndicale ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs qu'il y a un deuxième tour avec des candidatures ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne de la priorité à la représentation syndicale, même des non-syndiqués. Voilà, donc ça, je pense que c'était important de le dire. Et donc, je pense qu'en Europe, on fait vraiment une distinction là-dessus, parce que ce n'est pas tant la question, en fait, entre guillemets, syndicale des affiliés, parce qu'encore une fois, la moyenne européenne, c'est 23% des employés qui sont affiliés à des syndicats. 23%. Donc, vous estimez que vous, c'est pas haut. Chez nous, c'est pas haut non plus au niveau de la moyenne européenne. Je pense que la question, c'est plus la question des zones d'ombre où ces textes de consultation et de participation ne s'appliquent pas. Et c'est quoi les zones d'ombre? C'est en particulier les très petites entreprises qui sont sous le seuil de déclenchement de ces comités et parfois, souvent combinées, effectivement, avec la question de la non-syndicalisation du lieu de travail dans le sens non-organisation collective et structurée, avec des situations d'emploi précaires. Donc, effectivement, on peut penser à des situations très dangereuses de travail, avec du travail temporaire, souvent de la main-d'œuvre immigrée. Ça peut se trouver soit dans la construction ou l'agriculture, effectivement, avec le travail saisonnier, et aussi dans le travail domestique, par exemple. Et donc, quels sont les moyens ici pour représenter cette workforce? Et là, je vais rapidement, parce que normalement, il me reste 4 minutes, je peux développer un peu plus, mais la question que c'est encadré dans la loi, donc notamment avec la Suède et après plus par accord collectif aux Pays-Bas. Mais je pense que la Suède est très intéressante parce qu'en fait, la loi suédoise de 1975, donc 1977, prévoit justement des mécanismes targetés justement pour les lieux non syndiqués et surtout les très petites et moyennes entreprises avec du travail précaire, avec la question des représentants régionaux en santé et sécurité au travail. Donc, il faut savoir que ces représentants existaient avant la loi de 1977, mais cette loi élargit en fait le champ de compétences de ces représentants régionaux. Et donc, qu'est-ce que sont ces représentants? Déjà, c'est un délégué régional est nommé par une organisation syndicale. Et ça, c'est très important parce qu'on a un rôle syndical quelque part, même pour, encore une fois, des syndicats, des personnes non syndiquées. Et il intervient quand il n'y a pas de délégué local ou en renfort d'un délégué local. Sachant qu'en Suède, le seuil pour avoir un comité, c'est 50 personnes. Et pour avoir un délégué, normalement, une représentation, c'est 5. Donc, encore une fois, ce représentant régional n'intervient que sur des lieux à moins de 50, soit en renfort, soit à la place d'eux. Et c'est là où le bas blesse. Ce délégué ne peut intervenir que s'il y a au moins un membre de l'organisation syndicale représenté sur le travail. Imaginons, on a un lieu de travail avec 4 personnes. Il faut au moins une de ces 4 personnes syndiquées à la même organisation syndicale. On s'en fiche qu'il y ait 3 autres non syndiqués, mais il faut au moins une personne qui a un lien quelque part. Ça ne veut pas dire que cette personne aura un rôle
dans la consultation, ça ne veut pas dire qu'elle devra se mettre en avant, mais elle devra être au moins affiliée. Et si on a ça, par contre, les délégués régionaux ont les mêmes tâches et les mêmes pouvoirs que les autres délégués en santé et sécurité au travail. Ils peuvent demander la mise en place de mesures préventives, ils sont intégrés dans l'évaluation et la mise en place de prévention, ils peuvent intervenir en cas de danger grave et imminent et faire des rapports à l'employeur et à l'inspection du travail sur ces lieux, même s'il ne fait pas partie de la workforce. Et ça, c'est très intéressant parce que même certaines personnes disent qu'il y a un intérêt à avoir un représentant régional extérieur qui n'est pas du coup soumis au rapport de subordination de l'employeur et peut du coup avoir un rôle dans les discussions beaucoup plus indépendant. Encore une fois, ça suppose une affiliation, mais ça répond à un certain nombre de choses. Après, il y a l'exemple des Pays-Bas, parce qu'encore une fois, les syndicats, en Suède, on est quand même à 70% d'affiliés. Donc bon, c'est quand même un problème différent. Aux Pays-Bas, par contre, on a plus 20% de la workforce qui est affiliée. On a la question des accords collectifs étendus, en fait, où là, les syndicats se sont emparés de la situation santé et sécurité au travail par des accords collectifs, où là, ils peuvent négocier des seuils d'exposition, des outils, et une fois que c'est négocié dans la convention collective, ça n'a pas été négocié au niveau du lieu de travail et de l'entreprise. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais ça permet d'enlever un peu la pression sur les épaules des non-syndiqués au niveau du travail. Ça veut dire que voilà, on déplace la responsabilité de l'organisation. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on garde toujours l'importance de l'organisation syndicale quelque part. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne peut pas trop y couper parce que même s'il y a un effort politique dans n'importe quel pays de donner de l'information aux non-syndiqués, qu'il y a une obligation de formation, parce que dans la directive cadre, l'employeur doit informer des risques et former les travailleurs même extérieurs, même des travailleurs qu'il n'emploie pas à partir du moment où ils interviennent sur l'entreprise. Donc, c'est quand même large l'obligation de formation et d'information. Mais même ça, si on n'a pas des structures pour s'emparer de ces informations et avoir un vrai dialogue avec l'employeur, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, l'organisation est quand même, et ça, il y a beaucoup de recherches qui le montrent, c'est par le biais des syndicats, quoi. On peut le déplacer au niveau, encore une fois, pas du lieu de travail ailleurs. Et encore une fois, ils représentent des non-syndiqués, mais je pense sincèrement que les syndicats restent le meilleur outil de représentation. Et pour terminer, je pense que aussi, je voudrais souligner un exemple de lutte syndicale pour soutenir des travailleurs et des travailleuses vulnérables, qui est très intéressant. C'est au-delà de la question de la santé au travail. Mais en Belgique, la CSC, depuis 2008, est très active dans la défense et l'organisation des travailleuses et travailleurs migrants et sans papier. Parce qu'eux partent du principe que tout travailleur a le droit d'être défendu et de cotiser à la solidarité syndicale. Et ils le font de trois manières. Ils le font de façon individuelle, ils le font de façon collective aussi, et en termes de pression sur les politiques publiques. Et dans le rapport collectif, je tiens à souligner le travail fantastique de la Ligue des travailleurs domestiques de la CSC de Bruxelles, qui vraiment défend les conditions de travail de ces travailleuses immigrées sans papier et des femmes qui sont particulièrement vulnérables. Et là, il y a un vrai soutien syndical. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a même un espace pour les syndicats à prendre chez les non-syndiqués vulnérables, au risque d'ailleurs de créer finalement un écart entre un syndicalisme institutionnalisé qui sera coupé d'une partie de la base qui a besoin d'être organisée, qui a besoin de ces protections données aux syndicats et dont ils peuvent bénéficier. Donc voilà, je ne sais pas si ces quelques exemples, j'espère, pourront être force de proposition, notamment les exemples de représentants régionaux. Et voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Je serais ravie de contribuer à beaucoup de ressources sur même des exemples plus concrets au niveau suédois, si ça vous intéresse, et j'ai hâte d'écouter vos questions. Merci. Merci, j'en perds mes mots. Merci infiniment, Aude. C'était vraiment concis et très, très éclairant. Merci à l'ensemble des panélistes là, qui sont intervenus. On a quelques minutes là, pour des échanges, des questions. Alors, allez-y, levez votre main et je vais vous demander d'intervenir. S'il n'y a pas de réaction, je vais peut-être demander aux panélistes une brève réaction par rapport à ce qui s'est dit par l'une ou l'autre. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va intervenir à ce stade-ci. Est-ce que j'ai une main? J'ai pas. Il y avait une question, la participante est partie, mais il y a une question, elle me l'a adressée juste à moi en privé, qui portait justement, puis peut-être que je pourrais lancer cette question-là juste pour rapidement avoir vos impressions. Ça fait écho à ce que Aude a dit sur la question des très petits établissements. Donc, vraiment, au Québec, ce serait les 20 moins, mais encore, on peut y aller avec la très petite entreprise. Comment on ajuste, on adapte
Les voies de solution, on peut imaginer que les problématiques peuvent être similaires, mais les voies de solution, les pistes à envisager quand on est dans la très petite entreprise, sachant que les obligations en termes de comité de santé, sécurité, plan de prévention diffèrent quand on est à 20 moins déjà, vraiment compte tenu des prescriptions de la loi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus, Geneviève, Félix, Annie, vas-y. Je vais me lancer. Puis c'est encore une fois, l'aspect syndiqué ou pas est un enjeu parce que, à la différence en France où on peut être syndiqué, peu importe l'employeur, nous, c'est par employeur. Donc, on est condamné à être dans notre milieu de travail pour avoir accès à un syndicat et c'est toute l'entreprise ou en tout cas tout le groupe de travailleurs qui demande l'accréditation. Mais pour les petites entreprises, nous, quand on a fait l'analyse de la LMRSST, il y avait 2 aspects qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là. Un, c'est le temps nécessaire. Donc, l'agent de liaison, il n'y a pas de banque d'heures, mais c'est le temps nécessaire. Et au fédéral, la juridiction fédérale, c'est aussi le temps nécessaire qui est indiqué dans la loi et on a de la belle jurisprudence sur c'est quoi le temps nécessaire. Fait que là, il y a peut-être là qu'on peut aller voir, gratter, je pense, pour donner un peu plus d'accès aux agents de liaison de petites entreprises, là, à avoir une représentation un peu plus adéquate. Et l'autre aspect, c'est que l'employeur doit donner une réponse dans les 30 jours. Donc là, et s'il ne donne pas de réponse, il peut interpeller la CNSST. Fait qu'il y a comme un rapport tu ne peux pas juste m'ignorer. Donc ça, mais encore une fois, tu sais, parce qu'on sait, là, la CNSST a plus une politique d'accompagner les employeurs et non de contraindre. Donc ça, c'est un enjeu qu'on voit dans le sens où pour l'accès aux droits, c'est très difficile quand l'organisme qui est chargé d'appliquer la loi ne l'applique pas de manière très prompte, là. Mais c'est 2 aspects qu'on voit que nous, il y a de l'espoir à essayer d'aller chercher plus d'applications de protection en matière de santé et sécurité. Geneviève, Félix, je me tourne vers vous, là, sans vous mettre le spotlight indûment, mais Félix, vas-y. Ben, sur les petites entreprises, là, si on parle des moins de 20, là, puis de l'agent de liaison, les mêmes problèmes qui existent dans les milieux non syndiqués pour les plus grandes entreprises vont exister aussi, là, parce que on a quand même des droits, là, tu sais, c'est mieux que rien, là, ce qui existe comme droit. Puis il faut avoir la possibilité d'élire, de désigner là, un agent ou une agente de liaison. En théorie, c'est plus facile de réunir les travailleuses et les travailleurs, mais il faut quand même qu'on ait la possibilité que les gens dans les milieux non syndiqués aient la possibilité de le faire et il faut qu'il y ait l'information. Moi, je pense que, en tout cas, on revendique pour les milieux de travail de 20 et plus, ça a la même pertinence là, pour les plus petits milieux de travail si on veut rendre effectifs les droits nouveaux qui existent là, depuis avril 2022. Merci, Félix. Vas-y, Geneviève, un petit mot de la fin pour toi avant de remercier tout le monde. Oui, merci. Je voudrais revenir sur ce que dit Jeffrey. Merci beaucoup. L'idée que pour les employeurs, les gouvernements, on voit ça, la participation un peu comme quelque chose de technique, alors que c'est un objectif en soi. Par contre, les comités de santé et sécurité, c'est pas une fin en soi. Hein. Pour les travailleurs, c'est juste un moyen. Fait qu'il faut pas restreindre la participation à strictement, là, on coche, on a un comité, on coche, il y a un représentant. Hein. Il faut qu'il y ait une signification. Puis ça repose sur l'indépendance, l'autonomie, puis l'espace pour exercer son rôle. Puis ça repose beaucoup sur le soutien. Donc, la revendication, de l'organisme indépendant, c'est comme un peu un moyen de rejoindre l'idée des représentants régionaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui soit en mesure de soutenir. Bon, là, on est idéalement de visiter aussi, là, mais c'est ça. Donc, je voudrais juste terminer en disant que, bon, on a fait des recommandations hein, pour la modification du règlement. Je me lancerai pas dans c'est quoi les probabilités qu'il y ait des modifications
significative, mais il y a déjà eu des modifications à la LMRSST qui sont venues des mobilisations. Puis même si le règlement était modifié positivement, c'est son utilisation qui fait la différence, qui le rend effectif. Puis même dans les milieux syndiqués, c'est un comité en soi, ça ne garantit pas qu'il y ait des changements concrets dans des conditions de réalisation du travail. Fait que tout repose sur la mobilisation. Puis dans ce sens-là, ben, le travail que font des organismes comme l'UTAM, mais comme par exemple aussi le Centre des travailleurs immigrants qui a soutenu les travailleurs de Dollarama, les travailleurs d'Amazon, ben ça, c'est vraiment fondamental. Puis, ben, de considérer que les conditions de santé et sécurité aussi, donc ce qui se passe concrètement au jour le jour, pas strictement juste tout ce qui enveloppe le travail, le salaire, tout ça, c'est aussi important, puis que c'est un bon moyen d'avoir un contact avec les travailleurs aussi, là, pour qu'ils connaissent leurs droits puis qu'ils deviennent plus capables de les exercer. Ben, je pense que c'est une piste, là. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Je veux juste rapporter un commentaire là, que a fait notre collègue Sophie Selouzi qui se joint à nous depuis la France, là, puis qui nous faisait ça en privé, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, en France, on a comme un autre paradigme complet qui s'est opéré alors que les comités, je pense, je ne vais pas me tromper, là, c'est hygiène, sécurité et conditions de travail. Je parle sous la direction de haut des Geneviève, là, ont été remplacés par les comités social économiques. Et là, on a vraiment un changement paradigmatique en termes de comment on conçoit la participation en matière de santé et sécurité. Ça, je pense que c'est intéressant aussi de comparer les tendances, même si je dirais les structures d'acteurs sont différentes en contexte européen, français ici, mais il y a quand même des mouvements différents qui s'opèrent. Puis il y a quand même, je pense, des analyses qu'on va devoir faire selon les différents mouvements législatifs qui s'opèrent. En France, c'est depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier tous les panélistes. Vraiment un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aussi à cette heure de midi de tempête hivernale printanière. Merci beaucoup d'avoir été là et au nom du CRIMT et de l'équipe SAGE, on vous dit merci beaucoup et à la prochaine. Merci infiniment.